En Israël, au-delà des défis stratégiques et sécuritaires, les défis sociaux sont en train de devenir les premiers défis existentiels du pays. Si la pauvreté projette les individus et les familles dans l'humiliation et le désespoir, ce fléau inflige au pays des dommages incalculables. Car on y perd une bonne partie de sa force vitale. Une population tiers-mondisée, c'est un pays qui se tiers-mondise. La crise sanitaire provoquée par la Covid-19, combinée à la crise économique qui s'annonce, n'éclaircissent pas le tableau. Des organisations courageuses comme La Tête, donnée en français, apportent un secours appréciable aux victimes de l'insécurité alimentaire et sociale. En voici une illustration édifiante. אנחנו נמצאים פה בבסיס צה"ל בצריפין, שיתוף פעולה ייחודי בין החברה האזרחית לצבא, אחרי שבמשך השלושה שבועות האחרונים אנחנו נערכים בארגון לתת יחד עם הקרן לידידות במשימה לאומית שהיא משימה מצילת חיים. ביחד לנסות לבלום את ההתפשטות של מגפת הקורונה על ידי זה שאנחנו ננגיש ל-15,000 קשישים נזקקים בגיל 75 ומעלה מזון ומוצרים היגייניים שיספיקו להם לחודש שלם. נעשה את זה במשך 3 חודשים במטרה שהם יישארו בבתים. והיפה ביותר בפעולה הזאת זה ההתגייסות האזרחית המסיבית. אני מאוד גאה שבסופו של דבר ארגון לתת נמצא בראש החץ האזרחית הזאת. היה לי ממש חשוב לבוא היום, היה חשוב לעשות משהו עם הזמן שלנו, משהו שייתן לאחרים, ובארגון לתת נותנים את ההזדמנות הזאת להתנדב. שלום. מה אני יכולה להגיד? אני מתרגשת שמישהו חושב על זקנים גם. אני הבאתי עכשיו חבילה של אוכל לחג, פלוס חבילת היגיינה. אוכלוסייה חזקה כמונו צריכה לדעת לתרום ולתת מעצמה, מהזמן שלה, לאוכלוסייה חלשה. אם לא יהיה את האיזון הזה של לתת מחזק לחלש, המדינה הזאת, האנשים פה לא ישרדו. ואני נהנה לעשות את זה. Dans cette vidéo, on voit des locaux extraordinaires dans lesquels se construisent à une vitesse extraordinaire des colis qui sont faits pour le coronavirus. Et puis il y a des camions, et puis il y a toute une série d'autres activités qui sont mentionnées. La vidéo est très courte et très bien faite. Alors ça sera le premier temps. Vous essayez de nous dire ce qu'on n'a pas vu, ce qui est dommage. Et ensuite, on élargira. Si vous voulez, la question plus large, ça sera de se poser la question de la pauvreté, de l'ampleur de la pauvreté en Israël. La pauvreté, ça a 2 aspects. C'est d'un côté, pour une personne ou pour une famille, quelque chose d'insupportable, d'insoutenable. Mais ça n'a pas seulement cet aspect-là. Pour un pays, pour une nation, c'est un danger mortel, un danger qui, au niveau d'Israël, pourrait être un danger existentiel. Il y a des dangers existentiels qui sont des dangers stratégiques, des dangers militaires, des dangers économiques, mais là, qui peuvent être existentiels, et là, on a véritablement un danger existentiel. Il faudrait qu'on puisse le comprendre ici. Je vous laisse la parole, Gilles. Merci Jean-Pierre. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier les organisations à l'initiative donc, de cette discussion, puisque vous l'avez bien dit, c'est un dialogue. Je suis venu dialoguer avec vous et non pas raconter de façon unilatérale mon expérience en Israël. Donc merci à l'organisation France-Israël, merci au Bnei Brit, merci à toi Jean-Pierre d'avoir mené cette initiative. Merci aussi à Eric Tenouji, mon cousin, d'avoir fait le lien. Oui. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais qui nous écoutent. Un petit bonjour à André Darmon qui fait beaucoup de choses pour nous aussi à Marseille. Donc, comme tu l'as très bien dit, Jean-Pierre, j'ai fait mon alia il y a un peu plus de 25 ans aujourd'hui. Et comme la plupart de mes collègues, je dirais qu'il est important pour nous, en faisant notre alia, d'essayer d'apporter quelque chose, de contribuer à ce pays qui nous accueille à bras ouverts. Et je dirais que moi, ma façon d'avoir contribué à Israël, à la création d'un État juif et démocratique, ça a été de prendre l'initiative de créer ce que moi j'ai voulu voir comme une ONG moderne. En fait, j'ai grandi en France. J'ai été abreuvé et nourri par les exemples des Restos du Cœur, de Médecins sans frontières, de la Banque alimentaire. Et en arrivant en Israël, mon objectif, en fait, c'était de pouvoir dupliquer ce que j'avais vu moi en France,
en Israël. Et je dis souvent que la tête, en fait, est le fruit d'un transfert technologique de la France vers Israël et non pas d'Israël vers la France, comme on a l'habitude de parler aujourd'hui quand on pense à la Startup Nation israélienne. Alors effectivement, nous, pour ceux qui connaissent, qui ne sont pas familiers avec la tête est une des organisations caritatives humanitaires les plus importantes en Israël aujourd'hui. Nous assistons à peu près 60 000 familles dans plus de 100 localités différentes. La tête, c'est à peu près plus de 100 millions de shekels de valeur de denrées alimentaires qui sont distribuées en Israël chaque année. Je crois que depuis la création de la tête, on a distribué à peu près plus d'1 milliard de shekels de denrées alimentaires, que c'est plus d'1 million d'Israéliens qui participent à nos activités tous les 2 ans, soit en donnant des denrées alimentaires, soit en étant volontaires chez nous, soit en faisant une contribution monétaire. C'est-à-dire que nous sommes une grassroots organization, c'est-à-dire une organisation qui part du terrain, qui est soutenue par, je dirais, les citoyens qui voient en la tête une façon de faire acte de solidarité. En plus de cette opération de distribution alimentaire, nous avons créé il y a quelques années un mouvement de jeunesse qui nous permet en fait de former les jeunes à tout ce que sont les valeurs de solidarité, d'engagement, de respect de l'autre, etc. et qui nous permet de former la future génération des militants de la tête. La tête, c'est également une des plus grandes marques israéliennes. Pour vous donner une idée, chaque année, il y a un sondage qui est fait sur les plus grandes marques israéliennes à côté de, je ne sais pas, Google, Coca-Cola, etc. Et en fait, la tête est rentrée dans ce club très fermé des marques israéliennes, puisque aujourd'hui, si vous posez la question, si vous faites un sondage en Israël, 93% des Israéliens connaissent la tête. Donc, ça nous positionne comme un des acteurs centraux, comme on l'a dit, mais aussi comme un des acteurs du débat public israélien sur la question de la pauvreté. Donc voilà en quelques mots qui nous pouvons être. C'est aussi, juste pour terminer, 23 000 volontaires qui chaque année nous rejoignent, ce qui fait qu'il y a chaque année plus de 500 000 heures de volontariat qui sont produits par cette plateforme-là qui s'appelle La Tête. Et tout ça dans un optique, bien évidemment, d'être apolitique. Nous ne servons aucune idée idéologique, et de remplir notre rôle d'ONG, c'est-à-dire déconnecté du gouvernement, ce qui nous permet d'une part une liberté d'action importante, mais aussi la possibilité de nous exprimer quelquefois de façon critique sur la façon dont le gouvernement envisage les questions de la pauvreté en Israël. Jean-Pierre. Notre travail, c'est de poser la question de la pauvreté au sein de la société israélienne. Les chiffres, si on rentre dans le vif du sujet et si on fait cette discussion autour des chiffres, aujourd'hui, quand le Bitoach Leumi, c'est-à-dire la sécurité sociale israélienne, va citer des chiffres sur la pauvreté en Israël, elle cite des chiffres qui sont finalement pas très loin de nos chiffres. Elle cite notamment le chiffre de 1 800 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en Israël. Si on veut rentrer dans un débat technique, je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, mais la différence entre le 1 800 000 qui est utilisé par la sécurité sociale israélienne, c'est-à-dire les chiffres officiels, et le 2 300 000 qui est le chiffre que nous utilisons, en fait, elle repose sur une différence d'analyse et d'utilisation d'outils. L'outil qu'utilise aujourd'hui la sécurité sociale israélienne est un outil qui a été défini par les chercheurs il y a plus d'une trentaine d'années. C'est en fait un outil qui permet une comparaison. Cet outil se repose sur la définition suivante. Le seuil de pauvreté, quel est-il ? Le seuil de pauvreté, c'est le salaire qui va séparer en 2 parties égales la population israélienne. C'est ce qu'on appelle le salaire médian. C'est-à-dire que 50% des Israéliens vont gagner plus que ce salaire, 50% des Israéliens vont gagner moins que ce salaire. Donc, une fois qu'on a défini le salaire médian, on va le diviser par 2. Et toute personne qui va gagner un salaire inférieur à cette moitié du salaire médian va être considérée comme pauvre
en fonction de la sécurité sociale israélienne. Ce qui fait que, en termes numéraires, pour un individu, ce salaire de pauvreté, la ligne de pauvreté, c'est en dessous de 3 593 shekels. Pour un couple, c'est 5 750 shekels. Et pour une famille de 3 personnes, c'est 7 618 shekels. Je suis désolé d'être un peu précis, mais c'est juste pour reconstruire la méthode théorique de la sécurité sociale israélienne qui nous amène à ce chiffre-là. L'avantage et les inconvénients de cette méthode-là, l'avantage, c'est que vous pouvez comparer ce chiffre-là avec le chiffre des États-Unis, avec le chiffre de la France, avec le chiffre de la Grande-Bretagne. Et quand on fait cette comparaison, on s'aperçoit que dans l'ensemble des pays qui sont adhérents à l'OCDE, c'est-à-dire les pays développés aujourd'hui dans le monde, il y a à peu près une cinquantaine d'adhérents, Israël fait partie, depuis 10 ans, des 2-3 pays où le taux de pauvreté est le plus élevé. Certaines années d'ailleurs, on arrive en tête de ce classement, c'est-à-dire qu'au sein de l'OCDE, Israël est le pays où le taux de pauvreté est le plus élevé. Ce ne sont pas les chiffres de la tête, c'est les chiffres de la sécurité sociale et c'est les chiffres de l'OCDE. Maintenant, si on regarde ces chiffres-là, si vous gagnez 3 590 shekels et non pas 3 593 shekels, si vous gagnez 3 594 shekels, c'est-à-dire un shekel de plus que cette ligne de pauvreté, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Donc, la tête a cherché à contourner cet écueil de cet outil statistique un peu, je dirais, froid et finalement un peu éloigné de la réalité pour donner un autre angle d'analyse sur ce que peut être la pauvreté en Israël. Et nous avons choisi 5 critères que sont l'éducation, le logement, la cherté de la vie, l'insécurité alimentaire et la santé. Sur ces 5 paramètres qui me semblent, nous sommes tous d'accord, qui sont essentiels à une vie respectable, nous avons avec un comité d'experts, dont certains sont des économistes qui participent à la création du dossier, en tout cas du rapport de la sécurité sociale, nous avons défini des critères de vie raisonnable. Et lorsque nous avons considéré avec ces experts et avec une étude sur un échantillon de plus de 600 personnes que dans ces 5 catégories, eh bien, dans 3 des catégories, les personnes vivaient dans des conditions extrêmement précaires, nous avons considéré qu'on pouvait définir leur type de vie comme un type de vie en pauvreté. Dans tous les cas, que ce soit le chiffre du Bitoire Leumi de la sécurité sociale israélienne ou le chiffre de la tête, nous sommes dans une situation de poids social énorme au sein de la société israélienne. Et là, je veux rejoindre ce qu'a dit Jean-Pierre au début de son introduction. Aujourd'hui, la véritable menace existentielle d'Israël, elle est sur ce sujet de la pauvreté. Parce que vous ne pouvez pas continuer à avoir une société viable quand vous avez pratiquement 22% de sa population qui vit une réalité qui est totalement différente que la réalité des autres. Nous sommes dans un pays où, je dirais, vu notre environnement géopolitique, vu la petitesse de notre pays, si nous ne faisons pas en sorte que la société soit unie, que l'ensemble des personnes puissent assumer ses charges économiques, payer ses impôts, aller à l'armée, faire progresser le pays, eh bien, on va rapidement arriver, d'ici les 10 ans, à une situation où le pays ne sera pas viable. Il ne sera pas viable économiquement, on ne pourra pas construire d'infrastructures, on ne pourra pas financer nos dépenses de défense, on ne pourra pas avoir un système éducatif digne de ce nom. Et si on ne travaille pas ce sujet de la pauvreté en urgence, et dans quelques minutes, je vais rentrer sur son articulation, mais si on ne travaille pas, si on ne le met pas comme une priorité numéro 1 de l'État d'Israël, alors le projet Israël, le projet sioniste, dans quelques années, prend le risque de ne plus être viable. Donc, c'est le sujet que nous portons avec l'organisation La Tête. Je pense qu'il y a certaines personnes qui mettent en cause ces chiffres-là, mais je suis toujours
preneur de ce débat parce que en parlant des chiffres, on parle du sujet, on parle d'une vision et de ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est en fait le but du rapport alternatif sur la pauvreté que la tête publie maintenant depuis 12 ans et qui produit ces chiffres-là. D'accord. Catherine, un mot, c'est que la tête a développé aussi un laboratoire social et en tant que sociologue, la méthodologie utilisée est d'une finesse absolument remarquable. En gros, il s'agit de ne pas utiliser des chiffres bruts, mais d'essayer de coller au plus près aux besoins qui représentent le panier nécessaire à une famille pour vivre, par exemple. Donc, on est beaucoup plus près de la réalité. C'est le terrain qui va dicter le fameux concept à 5 dimensions pour la définition de la pauvreté de la tête. Bon, ça, c'est une chose. Je voudrais ajouter quelque chose. L'ensemble d'une bonne partie de la vidéo était liée c'était une opération concernant le Covid-19. Et cette opération montre les moyens qu'a développé la tête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Israël, comme la France quelque part, enfin dans des proportions différentes, d'un côté a été touché. Alors, non seulement on avait une situation de pauvreté extrêmement délicate, initialement, mais là-dessus, Israël a été touché par l'épidémie, et Israël est touché aussi actuellement, et risque de continuer à être touché pendant un certain temps, par la crise économique qui va l'accompagner. Et la question que je pose, c'est qu'on est face à une montagne, et comment la tête voit les mois qui arrivent? Avant de répondre à votre question, Jean-Pierre, je voulais juste rajouter une petite chose sur le rapport alternatif sur la pauvreté et les chiffres que la tête produit, et merci d'avoir mentionné le laboratoire social. En fait, les gens qui sont en charge de produire les chiffres, que ce soit à l'université en Israël ou encore une fois au Bitoire Leumi, la sécurité sociale israélienne, sont des gens qui ne mettent pas en cause les chiffres de la tête. Juste à titre anecdotique, il y a quelques semaines, je me suis retrouvé avec l'équipe de la tête à Jérusalem, dans les bureaux du Bitoire Leumi, de la sécurité sociale israélienne, en face de l'ensemble du département recherche du Bitoire Leumi, parce qu'à leur demande, ils nous ont demandé de venir leur présenter le rapport alternatif, les chiffres que je viens de citer il y a quelques minutes de 2 300 000, pour que nous puissions avoir une réflexion commune sur la façon d'avoir divers outils pour mesurer la pauvreté en Israël. Et c'était un débat de spécialistes et en aucun cas les chiffres de la tête ont été remis en question. C'est une façon différente de regarder le problème. Alors, on est encore aujourd'hui en plein cœur de la crise du corona. Pour la petite histoire, sachez qu'aujourd'hui, il y a eu un premier dialogue avec l'armée israélienne pour voir comment nous pourrions nous coordonner pour faire face à la deuxième vague en Israël, puisque ces derniers jours, les chiffres ont augmenté de façon significative. Donc, effectivement, on a la crise du corona, elle a 2 volets. Elle a un volet de santé publique qui est la responsabilité du gouvernement et dont on n'est pas encore sorti, c'est le suivi de la maladie. Et elle a un volet économique et social qui est, lui, à mon sens, qui va toucher beaucoup plus de gens que le virus. Et c'est un sujet sur lequel nous nous préparons à la tête. Alors, si on essaye de parler de chiffres, avant la crise du corona, nous avions en Israël un taux de chômage qui était avoisiné les 3,9%. On parle en économie d'un chômage frictionnel. En fait, à ce niveau-là de chômage, c'est quasiment les gens s'inscrivent au chômage uniquement entre deux postes ou 2 travails à pourvoir. C'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel. En fait, on est dans une situation de quasi-emploi. Ça fait plus d'une dizaine d'années que c'est le cas. Et c'est une des preuves de la bonne santé économique d'Israël. Malheureusement, en plein cœur du corona, ce chiffre a bondi de 3,9% à plus de 25%. Nous avons eu, en l'espace de 3 semaines, à l'image de ce qui s'est passé dans les autres pays dans le monde, bien évidemment, y compris en France, nous avons rajouté pratiquement 1 million de chômeurs supplémentaires. C'est-à-dire que du jour au lendemain, plus d'un tiers de l'économie s'est arrêté
Et parmi ces gens-là qui sont devenus des nouveaux chômeurs, bien évidemment, vous avez des gens qui n'avaient pas d'économie devant eux, d'épargne pour faire face à cette rupture abrupte de revenus. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés, nous, organisations humanitaires, du jour au lendemain pratiquement, dans ce combat qui a été de donner une réponse le plus rapidement possible à ces dizaines de milliers de personnes qui, du jour au lendemain, ne se trouvaient sans argent pour pouvoir faire face à leurs besoins quotidiens. Si vous prenez par exemple des secteurs comme le secteur du tourisme, de la restauration, du transport, c'est des gens qui du jour au lendemain, vous êtes chauffeur de taxi, vous tenez un petit restaurant, etc., vous n'avez plus rien. Vous tenez 10 jours. Comment on survit ? Comment exactement? Vous tenez 10 jours pour faire face à vos besoins, payer vos dettes, vos fournisseurs, etc. Au bout de 10 jours, c'est terminé. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver dans toutes nos associations partenaires, dans les 100 localités dans lesquelles on travaille, des nouveaux pauvres et des dizaines de milliers de personnes qui se sont présentées à nous. Nous avons eu, au pic de l'économie, de la crise, plus de 1000 personnes par jour qui nous ont téléphoné, en plus de la population. Attention, en plus de la population habituelle que nous assistons, en plus de ces 60 000 familles qui sont les gens que nous aidons sur une base mensuelle depuis bientôt 25 ans, en plus de ces dizaines de milliers de personnes, centaines de milliers de personnes, eh bien, nous avons eu tout d'un coup un tsunami, une vague sans précédent en quelques jours de ces nouveaux pauvres. Et il a fallu faire face à ces nouvelles demandes. La façon dont nous avons choisi, nous, à la tête, de répondre à cette demande-là, c'est de focaliser notre intervention sur une partie de la population qui était sans doute la plus fragile, à savoir les personnes âgées de plus de 75 ans en situation de pauvreté. Ces personnes-là, il fallait absolument tout faire pour éviter qu'elles sortent et qu'elles ne soient de chez eux, et qu'elles ne soient exposées au virus et qu'elles puissent mettre d'une façon ou d'une autre en danger l'ensemble du système sanitaire israélien. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ces gens-là soient malades et arrivent à l'hôpital pour ne pas saturer les hôpitaux. Donc, en l'espace de quelques jours, et juste pour donner une idée du timing, le 4 mars, par une discussion de couloir avec un contact à moi au ministère de la Santé en Israël, on comprend que quelque chose est en train de se passer et que les prévisions sont extrêmement catastrophiques. Donc, le lendemain, on convoque une réunion d'urgence le 5 mars à la tête en disant « Ok, il faut qu'on parle, il faut qu'on comprenne ce qui se passe ». Et on arrive à avoir des chiffres précis du ministère de la Santé israélienne qui, à l'époque, sont catastrophiques. Le 5 mars, le ministère de la Santé israélienne parle de plus de 8000 morts en Israël en résultat de l'épidémie et des centaines de milliers de personnes qui seraient infectées. Alors, la réalité aujourd'hui, 3 mois après, est différente, mais c'était l'hypothèse de départ de travail du ministère de la Santé. Donc, il est clair que quand on prend conscience de l'ampleur du phénomène, il y a un volet social qu'il faut mettre en place tout de suite parce qu'on comprend que le pays va être complètement arrêté. Donc, le début mars, le 5 mars, on lance une opération pour monter un fonds d'urgence d'aide aux victimes du corona, victimes économiques, pour pouvoir être prêt à distribuer rapidement à cette population deux choses. Un, des colis alimentaires pour qu'ils puissent manger, mais deux, aussi tout ce qui est produits d'hygiène, puisqu'il fallait tout faire pour que ces gens-là ne sortent pas de chez eux. Donc on a mis en place une opération qui leur a amené du riz, des pâtes, du sel, de la farine, de l'huile, de quoi cuisiner, etc. Mais aussi des shampoings, du papier toilette, des savons, etc. Tous ces produits-là qui sont de première nécessité et qui feraient que ces gens-là ne sortiraient pas de chez eux. Et en fait, en l'espace de quelques jours, il faut comprendre qu'on a changé complètement le métier de notre organisation. En début de mon intervention, je vous expliquais que nous distribuons chaque année plus de 100 millions de shekels de denrées alimentaires. En fait, on le fait avec nos organisations partenaires. Vous avez plus de 180 organisations partenaires qui, eux, distribuent en direct aux nécessiteux ces denrées alimentaires dont ils ont besoin. Et là, en fait, quand on a choisi de s'adresser à ces 15 000 personnes, du jour au lendemain, il a fallu qu'on transforme notre organisation d'une organisation qui était capable de distribuer à 180 endroits différents dans le pays une fois par mois. Il a fallu qu'on monte une structure logistique qui soit capable de distribuer à 15 000 endroits différents dans 100 villes en Israël
quasiment du jour au lendemain. Et je crois que ça, c'est la force du secteur associatif et de la société civile israélienne, c'est sa flexibilité, c'est son inventivité. C'est-à-dire qu'on a été les premiers acteurs dans la société israélienne, en Israël, à pouvoir apporter une réponse à cette demande-là, je dirais plus vite que le gouvernement. Et comme La Tête est une organisation qui travaille dans tout le pays, on a pu très vite, sur la base de notre savoir-faire, mettre en place ce système-là qui nous a permis d'être au rendez-vous. Seulement, pour faire une opération de ce type-là, il faut de l'argent. Donc, quand on lance cette opération, on pense que l'État va être partie prenante du financement de cette opération. On rencontre le ministère des Affaires sociales le 17 mars pour présenter notre projet en disant « il y a une urgence, aidez-nous à la réaliser ». Et le 17 mars, l'État nous dit « non, on ne sera pas là, on n'a pas de budget pour faire ça. » Et on ne pourra pas vous aider à aider ces 15 000 personnes. Donc, le 17 mars au soir, on rentre dans les bureaux de La Tête et on se dit, voilà, on doit trouver à peu près 14 millions de shekels dans les jours qui viennent pour pouvoir réaliser cette opération. Maintenant, 14 millions de shekels, c'est à peu près la moitié du budget de La Tête en cash, en monnaie trébuchante, et qui nous met à peu près un an cette moitié, c'est la moitié du budget, mais ça nous met en général 6 mois à 8 mois pour trouver cet argent-là. Là, il fallait le trouver en 10 jours. Et c'est là où on a vu, du jour au lendemain, s'agréger autour de La Tête des dizaines et des dizaines de fondations philanthropiques, d'entreprises privées, de particuliers, de philanthropes israéliens qui ont vu en La Tête, je dirais, la réalisation de cette vision de solidarité en Israël, cette valeur qui est si forte en Israël, cette capacité de résilience qui fait la force d'Israël. Et en fait, en quelques jours, le pays s'est levé, tous ces gens-là se sont regroupés pour dire « Ok, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et La Tête a été sans doute une des organisations qui a mené la plus large initiative civile israélienne de réponse à la crise du corona. En plus de ces personnes-là, de ces institutions qui ont financé l'opération, c'est à peu près 3500 volontaires qui, jour après jour, c'est à peu près 24 000 heures de travail, qui se sont joints à cet effort-là pour pouvoir nous permettre d'apporter cette aide-là aux victimes du corona. En tout cas, aux victimes, aux gens qui se sont trouvés en situation de pauvreté, aux personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez eux et à ces 60 000 familles, je le répète, qui sont les pauvres d'avant la crise du corona et qu'il fallait continuer à aider. On les a pas abandonnés. C'est quelque chose qu'on a rajouté sur notre feuille de route. Au bout d'un moment, l'État… À présent, vous avez un gouvernement. Je suppose que vous allez peut-être pouvoir obtenir un certain financement pour la suite. Alors, c'est une vraie question. On a un gouvernement depuis quelques semaines maintenant. Ce gouvernement s'est réuni, en tout cas, à trouver la raison de son existence à propos du sujet du corona. Si vous lisez, et régulièrement, quand il y a un nouveau gouvernement en Israël, il y a un papier qui définit les raisons d'être et la feuille de route de ce gouvernement. Quand ce nouveau gouvernement a publié sa feuille de route, c'est un gouvernement corona. C'est un gouvernement dont la légitimité repose sur sa capacité à traiter et le volet de santé publique de la crise du corona et le volet économique et social de la crise du corona. C'est pour ça qu'il existe. Alors, est-ce qu'il va être capable de donner une réponse à la hauteur des besoins ? C'est encore un point d'interrogation. L'État ou le gouvernement a fait des effets d'annonce depuis à peu près le début de la crise, comme quoi il y avait un plan d'urgence Corona à hauteur de 100 milliards de shekels, voire 110 milliards de shekels aujourd'hui, puisqu'elle a été réévaluée. Malheureusement, aujourd'hui, seul un tiers de ces ressources-là sont arrivées sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelques 33 milliards de shekels qui sont arrivés sur le terrain, essentiellement à travers tout ce qui est mécanisme d'assistance de chômage technique, un peu similaire à ce qui s'est passé en France. Tout ce million supplémentaire de chômeurs qui sont arrivés a été financé par l'État. En partie, donc dans ces 33 milliards de shekels, une aide qui a été accordée aux indépendants et aux petites entreprises, des bourses qui ont été accordées en 3 étapes. Là aussi, quelques milliers de shekels, pas des sommes énormes, et nous le regrettons, mais aussi notamment une initiative qui a été prise au début de la crise d'accompagner les familles en donnant 500 shekels par enfant, par famille.
Là aussi, ça a été une volonté du gouvernement de pouvoir aider les familles nombreuses et de pouvoir finalement amortir le choc de ces enfants qui n'allaient plus à l'école, qui se trouvaient à la maison, qu'il fallait occuper, qu'il fallait nourrir, etc. Donc, l'État a pris un certain nombre de décisions qui ont atténué l'impact économique et social de la crise du corona, mais je dirais que le plus gros est à venir parce que, encore une fois, les faillites d'entreprises, la fin des économies dans les foyers, la vie qui est en Israël chère, je pense que le vrai impact social, on va le voir après l'été, vers le mois de septembre ou d'ici la fin de l'année. Et c'est à cette urgence sociale qu'on doit se préparer. Alors, comment on se prépare? Il y a plusieurs outils. L'outil principal que nous utilisons à la tête, ce sont les colis alimentaires. C'est pouvoir permettre, c'est soulager les familles dans leur budget de ce qui est l'achat de nourriture. Et en fait, en distribuant des denrées alimentaires, d'un côté, bien évidemment, nous luttons contre l'insécurité alimentaire, nous permettons à chacun de manger à sa faim, mais surtout, si la famille a des ressources financières, elle peut libérer une partie de ces ressources financières qu'elle avait dédiées à l'achat de denrées alimentaires pour d'autres postes, le transport, l'électricité, le loyer, bien évidemment, des dettes éventuellement. Donc, cet apport alimentaire, c'est un apport numéraire que la famille peut utiliser là où elle veut. Donc, c'est comme ça qu'on... Excusez-moi, j'ai une question d'un auditeur de Dominique qui va dans le mood de ce que vous racontez. Il demande si le gouvernement de coalition, est-ce qu'on peut espérer de lui un peu plus de social? J'imagine qu'il veut dire en dehors de la crise du coronavirus, bien sûr, puisque vous nous avez parlé de 22% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'était avant la crise du coronavirus. Et il demande également si l'État n'aggrave pas la pauvreté en finançant les ultra-orthodoxes. Puisque vous parliez de familles nombreuses. C'est un sujet qui fâche, mais il faut bien le soulever. Alors, l'État n'aggrave pas la pauvreté. Il n'est peut-être pas très efficace dans son traitement, et je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Simplement pour revenir à la question, est-ce qu'on aura un gouvernement un peu plus social? C'est une question qu'on se pose. Alors, il faut savoir qu'il y a deux acteurs politiques qui viennent de rentrer dans le gouvernement à des postes d'influence sociale qui pourraient avoir une influence. Le premier, c'est le nouveau ministre des Affaires sociales, qui s'appelle Itzik Shmouli, qui est en fait qui est un député du Parti travailliste, qui a construit son existence politique sur les sujets sociaux, qui est un ancien leader de la révolte sociale qui avait été menée par les étudiants et d'autres en 2011. Vous vous souvenez ce qu'on appelle la révolte des tentes, ces fameuses tentes qui s'étaient installées sur le boulevard Rothschild en plein cœur de Tel Aviv. Eh bien, Itzik Shmouli était un de ces leaders de ce mouvement. Il est après rentré dans le Parti travailliste sur ces sujets sociaux. Eh bien, Itzik Shmouli a été nommé ministre des Affaires sociales. C'est une bonne nouvelle parce qu'il connaît bien ces sujets-là. Il a une bonne compréhension des urgences, y compris sur les sujets qui sont chers à la tête. Malheureusement, son poids politique au sein de la coalition gouvernementale est quand même extrêmement faible. Il représente un parti qui a eu 5 députés aux dernières élections. Il y a donc en face du Likoud, en face des partis orthodoxes, en face du parti Kahol Lavan, bleu-blanc, son poids politique est extrêmement faible et on sait que les arbitrages budgétaires en faveur des ministères se font bien évidemment sur la base des rapports de force politique. Donc, nous avons à la tête d'un ministère qui est critique, central sur la lutte de la pauvreté, un spécialiste, quelqu'un qui connaît très bien son sujet. Malheureusement, son poids politique est assez faible et c'est difficile de voir si le gouvernement sera plus social qu'avant la crise du corona. Même chose avec Amir Peretz, donc le président du Parti travailliste, l'ancien leader du syndicat Histadrut en Israël, quelqu'un qui a un ticket social extrêmement fort. Lui, il est devenu ministre de l'économie. Le ministère de l'économie a également un impact sur les sujets sociaux. Malheureusement, là aussi, son poids politique au sein de la coalition semble assez limité. Donc, on va voir. On a déjà une expertise supplémentaire qui est importante. Le budget devrait être voté et déployé d'ici le mois d'octobre. Plusieurs questions se posent sur le budget. Est-ce que ça va être un budget
qui va être voté uniquement sur la fin de l'année 2020? Est-ce que ça va être un budget qui va concerner et la fin de l'année 2020 et la fin de l'année 2021? Tout ça sont des questions qui sont à la fois politiques et à la fois techniques. Ce n'est qu'en octobre, lorsqu'on aura les vrais résultats, le vrai vote du budget, qu'on pourra statuer si oui ou non nous avons un gouvernement véritablement social, un gouvernement qui se donne les moyens de lutter contre la crise du corona et son aspect social, et on verra également les arbitrages budgétaires vis-à-vis des autres ministères. Donc c'est une question qui reste ouverte. Ok. Alors, pour voir les problèmes maintenant un petit peu plus largement, encore que là on soit au centre du sujet, hein, plus largement au niveau de la pauvreté et de son caractère structurel, je vais évoquer deux choses. D'un côté, le niveau éducatif des enfants de 15 ans en Israël. Il y a eu un rapport PISA qui montre une régression extrêmement importante de la position de l'éducation, du niveau éducatif des enfants israéliens par rapport à ceux des autres pays. Et donc on peut se demander s'il y a un rapport entre cette extension de la pauvreté et le système éducatif israélien. Et j'ai envie de dire, en même temps, on va poser une deuxième question, parce que le temps passe, il faut aller vite. Il y a aussi le problème de la démographie, c'est-à-dire que les secteurs les plus pauvres de la société israélienne sont ceux qui ont le plus d'enfants, qui ont la plus grande fécondité. Donc, ce n'est pas évident, la suite. Non, la suite est pas évidente. Effectivement, il y a une corrélation entre les sujets démographiques et les sujets de pauvreté en Israël. Sur l'éducation, je ne me permettrai pas de vous répondre, Jean-Pierre, plus en avant parce que je ne suis pas un spécialiste. Je pense que les enjeux de la pauvreté en Israël se situent plus autour de l'avenir de deux communautés qui sont les communautés juives orthodoxes et les communautés arabes israéliennes, et comment l'État va réussir à intégrer ces deux communautés dans l'appareil productif israélien. C'est-à-dire que comment on va faire en sorte que ces deux communautés aient dans leur taux d'employabilité, c'est-à-dire combien de pourcentage des hommes et des femmes de la communauté juive orthodoxe ont un travail et sont rémunérés. Même chose pour la communauté arabe. Comment on va réussir à augmenter le taux d'employabilité de ces deux communautés? Aujourd'hui, les grands bataillons de la pauvreté en Israël se situent à la fois dans la communauté juive orthodoxe, puisqu'on est pratiquement à 48% des juifs orthodoxes qui sont dans une situation de pauvreté. Ça dépend comment on compte, entre 48 et 52%. Et même chose pour la communauté arabe israélienne. Pour les orthodoxes, juste de mentionner que c'est bien évidemment parce que dans la plupart des foyers orthodoxes, le chef de famille, le père de famille ne travaille pas et a décidé de dédier sa vie à l'étude et donc vit uniquement des allocations de l'État. À l'inverse, dans la communauté arabe, la principale source de pauvreté est liée au fait que les femmes de la communauté arabe israélienne ont un taux d'employabilité beaucoup plus bas. Donc, d'un côté, le problème, c'est le père de famille qui ne travaille pas. De l'autre côté, c'est la mère de famille qui ne travaille pas. Maintenant, effectivement, vous l'avez dit, si on prend la communauté juive orthodoxe, c'est une communauté qui est amenée à doubler son poids démographique dans les années qui viennent en Israël. Donc, comment faire quand on a une communauté aussi importante dans la société israélienne qui n'est pas productive? Je ne sais pas. C'est un vrai défi. Maintenant, je voudrais soulever quelques points d'optimisme. Les premiers, c'est que l'État, et c'est des chiffres qu'on suit, l'État augmente son efficacité pour sortir ces communautés de la pauvreté. Avant intervention de l'État, la pauvreté dans la communauté juive orthodoxe, par exemple, est 24% plus importante que ce qu'elle n'est après intervention de l'État. Donc, il y a un impact de l'intervention de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit le taux de pauvreté diminuer. Il diminue légèrement, très légèrement, d'année en année dans la communauté orthodoxe. Mais la communauté orthodoxe, on sent que les choses bougent. On sent que le leadership orthodoxe est en train de comprendre que c'est une situation qui n'est pas viable dans le temps. Et petit à petit, il y a une ouverture sur ces sujets-là, sur les problématiques de revenus,
sur les problématiques d'utilisation de la technologie, sur les problématiques d'insertion de la communauté orthodoxe dans la sphère du travail en Israël. C'est une communauté qui bouge doucement, mais je pense que sur le moyen terme, on peut avoir quelques éléments d'optimisme. Même chose sur la communauté arabe israélienne. Petit à petit, le taux d'employabilité est en train d'augmenter. C'est beaucoup lié à la situation géographique des communautés arabes israéliennes qui se situent à la périphérie, loin des bassins d'emploi, parce que l'essentiel de la population arabe israélienne, elle se situe soit en Galilée, soit dans le Negev, soit à Jérusalem-Est. Donc, comment on peut rapprocher ces populations des bassins d'emploi? C'est aussi une question d'infrastructure. Une des principales raisons des inégalités sociales israéliennes, c'est le manque d'un système de transport adéquat qui permettrait de rapprocher la périphérie du centre, en tout cas rapprocher les gens de la périphérie de villes comme Sderot, Dimona, Beersheva, etc., des bassins d'emploi de la région du centre. C'est un sujet qui est compliqué parce que Israël a pratiquement 30 ans de retard dans le développement de ses infrastructures. Pour ceux qui ont déjà pris le train en Israël, si vous venez à Tel Aviv, qui est censé être l'axe numéro 1 du train en Israël, il y a aujourd'hui 3 voies rails qui sont parallèles. Là où en France, à n'importe quel endroit, vous allez avoir 10, 20, 30 rails concomitants. Donc, on est très en retard sur ce sujet-là et c'est un sujet que l'État devra régler rapidement. Si on veut qu'il y ait moins de pauvres en Israël, il faut qu'il y ait plus de transports en commun. Il faut que le système éducatif soit plus performant. Et ça avance doucement, effectivement, sur les communautés orthodoxes et les communautés arabes, mais ça avance. Il faut que le bassin d'emploi de la région du centre s'ouvre et si on arrive à faire tout ça, on aura une diminution significative de la pauvreté. Alors, Dernière question, c'est le paradoxe. On va encore peut-être monter dans la généralité, mais il y a un paradoxe en Israël. D'un côté, vous avez le pays qui se déclare, enfin les sondages, qui se déclare le plus heureux du monde. Les scores de bien-être et de bonheur en Israël sont absolument extraordinaires. D'autre part, c'est un pays, la fameuse start-up nation, c'est la caverne d'Ali Baba de l'innovation, c'est-à-dire que l'Europe est extrêmement intéressée et va se fournir, va puiser dans cette caverne d'Ali Baba de l'innovation. Donc c'est un pays extrêmement innovateur. Et enfin, c'est une puissance militaire considérée comme redoutable. Donc on a cette vision d'Israël et à côté de ça, on a une pauvreté qui est plus grave que dans la moyenne des pays de l'OCDE, puisque l'objectif du gouvernement israélien, c'était d'arriver à la moyenne de la pauvreté des pays de l'OCDE en 10 ans. Bon, et d'autre part, on a un système éducatif qui est pas en bonne forme. Alors, comment expliquer ce paradoxe, ces deux visages simultanés d'Israël? Bien parce qu'il y a deux Israël, en fait. Il y a Israël qui vit cette réalité de la croissance économique de la région du centre, et vous avez Israël bête, comme certains aiment à utiliser cette expression, qui est en périphérie, mais périphérie pas simplement géographique, c'est une périphérie sociale aussi. Et je crois que pour fermer la boucle de notre entretien, la véritable menace existentielle, elle est là. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est un peu la pauvreté en Israël, c'est un peu un catalogue de la fracture du pays entre différentes communautés. La principale menace d'Israël aujourd'hui, c'est ces communautés qui parlent de moins en moins entre eux. C'est le fameux discours des 4 tribus du président Rivlin qui définit la communauté des juifs orthodoxes, la communauté des laïcs, la communauté des juifs sionistes religieux et la communauté des arabes, qui sont des communautés qui s'éloignent finalement petit à petit l'une de l'autre. Et que si on veut faire nation, il faut à tout prix rapprocher ces composantes de la société israélienne, sinon tout s'effondrera, puisque le futur de la société israélienne et son existence reposent sur cette cohésion sociale. Eh bien, moi, je rajouterais, en plus de ces 4 tribus, je rajouterais une nouvelle fracture à cette analyse du président Rivlin, qui est celle de la fracture sociale. On ne peut pas décemment imaginer qu'on puisse continuer à vivre avec cette telle distance dans la réalité entre ce 1 800 000 personnes qui vivent en situation de pauvreté et le reste du pays. Ça ne tiendra pas longtemps et il faut faire quelque chose d'urgence.
Bien. On a une question de Ziva qui demande si vous, Gilles, vous avez, enfin, à travers l'organisation La Tête, bien sûr, vous avez une proposition, vous avez une stratégie à proposer à l'État pour juguler cette menace existentielle de la pauvreté. Est-ce que vous avez des interlocuteurs dans les différents gouvernements successifs depuis que vous existez qui vous écoutent en dehors des rapports que vous faites? Voilà, bon, c'est la question. Alors, depuis qu'on a commencé à travailler sur cette question-là, oui, il y a un changement. Oui, au sein des décideurs et du leadership politique, on entend un petit peu plus la question de la pauvreté. Maintenant, il y a plusieurs problèmes avant qu'on arrive à un vrai changement gouvernemental et à un vrai changement de priorité dans l'allocation du budget de l'État. Le premier, c'est que la majorité du leadership politique israélien n'est pas formaté pour traiter des questions sociales. Aujourd'hui, la principale matrice de formation du leadership israélien, c'est les sujets de sécurité. C'est le conflit israélo-palestinien, c'est l'Iran, etc., etc. Donc, un leader politique israélien de premier plan va construire sa matrice analytique et son leadership sur des questions qui sont des questions de sécurité. Quand vous abordez les questions sociales, vous avez beaucoup moins de gens avec qui parler. C'est un sujet qui est un peu plus loin de leurs préoccupations et de leur formation, je dirais. Donc là, il y a une nécessité d'éduquer notre leadership israélien aux questions sociales en profondeur, que nous devons prendre à bras-le-corps si on veut voir un jour une vraie réponse gouvernementale sur ce sujet-là. Le deuxième obstacle qu'il faut dépasser, c'est les différents centres de pouvoir israéliens. Il faut savoir que depuis 1983, vous vous souvenez qu'en 1983, l'économie israélienne traverse une des plus graves crises de son histoire, une inflation à pratiquement 400%. Shimon Peres, ministre de l'économie, plan drastique de réforme de l'économie israélienne pour interdire le déficit de budget de l'État et ramener l'inflation à des niveaux décents. En fait, une de ces conséquences de cette réforme économique en 1983, c'est de confier les clés du budget de l'État au département du budget au sein du ministère des Finances. Ce qu'on appelle ici les Naharei HaOtsar, les jeunes du ministère du Trésor. Et en fait, ces gens-là prennent leurs décisions sur la base d'une idéologie très stricte qui est ultra-libérale et qui fait que leur façon de traiter la question économique israélienne, c'est de diminuer les impôts et de réduire le budget de l'État. Quand on a cette approche-là, et ils sont quasiment, ils ont une telle force dans le système politique israélien que c'est très difficile, y compris pour un ministre, y compris pour la Knesset, de casser le pouvoir du département du budget pour orienter ces dépenses-là de façon significative sur des sujets sociaux. Alors que Israël est dans une très bonne santé économique, le taux de la dette israélienne, c'est 60% du PIB, c'est un des meilleurs taux dans l'OCDE, alors que Israël pourrait aujourd'hui libérer des ressources conséquentes pour traiter la question de la pauvreté, eh bien, à cause de cette barrière idéologique au sein du département du budget du ministère des Finances, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Maintenant, il y a aussi au sein du département du budget un début d'évolution dont on n'a pas encore réussi à transformer dans des décisions d'investissement massifs sur les dépenses sociales du pays. Mais j'ai bon espoir que les choses changent. De toute façon, nous sommes engagés dans un marathon. On n'est pas engagés dans un sprint. C'est des changements structurels au niveau d'État d'Israël qui ne prennent pas 1 an ou 2 ans. Ça prend 3 ans, ça prend 4 ans, ça prend 5 ans, ça prend 10 ans. C'est dans ce débat-là qu'on est engagé. C'est dans cette bataille-là dans laquelle on est engagé. Pour la petite histoire, la semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec La Tête au département du budget israélien avec la personne en charge des dépenses sociales pour lui expliquer notre façon de voir et leur proposer plusieurs choses. La première chose qu'on propose, c'est de dire qu'aujourd'hui, de la même façon que l'État a des objectifs de déficit budgétaire, de réduction du chômage, de croissance économique, il est capital que l'État se fixe dans sa feuille de route des objectifs de diminution de la pauvreté qu'on puisse vérifier d'année en année. La pauvreté, ce n'est pas une fatalité, ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui est changeable. Nous avons la possibilité en Israël de diminuer significativement la pauvreté. On sait comment faire depuis la commission Elalouf en 2014. Il y a une liste de 110 propositions qu'il faut appliquer pour le faire. C'est juste une question de volonté politique. Et vous savez quoi ? Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte 7 milliards de shekels par an. 7 milliards de shekels,
c'est sur un budget total de 380 ou 400 milliards de shekels, c'est pas beaucoup d'argent. Donc, on attend ce déclic dans notre leadership israélien pour mettre cet argent-là à disposition de la population et pour encore refaire unité, recoller les parties de cette société israélienne qui est en train de se déliter et faire en sorte que nous puissions retrouver finalement la vision du sionisme. Vous savez tous que la vision du sionisme, c'est pas simplement une solution à l'antisémitisme, comme aimait à le dire Théodore Herzl. Mais quand Théodore Herzl arrive avec son projet sioniste, c'est à la fois pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait contre l'antisémitisme, mais aussi qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces masses juives d'Europe de l'Est à l'époque, qui étaient sans doute les plus pauvres d'Europe de l'Est, comment on fait pour donner une solution sociale aussi à ces gens-là. Donc le projet sioniste, c'est un projet d'identité juive, mais c'est aussi un projet social. Et je crois qu'on a oublié la dimension sociale. Il est temps qu'on la remette au cœur du débat israélien et qu'on se souvienne tous que nous avons créé ce pays-là dans un idéal de justice sociale. Il n'y a qu'à lire le livre L'État des Juifs de Théodore Herzl pour être convaincu. Catherine, il y a encore une… Alors, une dernière question, je pense, pour Gilles. Non, on peut en mettre encore, on a encore 10 bonnes minutes de questions. Okay. Alors, une question de Jean-Pierre Lédo. Est-ce qu'on peut comparer Israël aux autres pays de l'OCDE alors que ces derniers n'ont pas le même budget de défense en proportion? On peut le faire. Encore une fois, avec un budget défense similaire, l'État israélien pourrait faire face à ces dépenses-là de 7 milliards de shekels. Ça change. C'est pas de l'argent qu'on va enlever à la défense pour le mettre en social. C'est de l'argent qu'on peut générer d'abord en augmentant un peu la dette. Il ne se passera rien, l'économie israélienne ne va pas s'écrouler. En définissant des priorités peut-être différentes sur certains arbitrages, il y a des sources de financement, il faut simplement aller les chercher. Ce n'est pas un sujet, et c'est très dangereux de penser que, en tout cas pas dangereux, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas moins de pauvres, moins de sécurité et moins de pauvres. C'est la même sécurité, on ne va pas brader Tsahal pour pouvoir réduire le nombre de pauvres en Israël. Alors, moi j'ai une petite… il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est l'histoire du gars à qui on apprend à pêcher ou à qui on donne un poisson. Quand vous parlez de ces 7 milliards de shekels, est-ce que c'est 7 milliards chaque année, one shot? Est-ce qu'on donne à manger les premières nécessités pour qu'ils puissent eux-mêmes se sortir de la pauvreté, ou est-ce qu'il faudra à chaque fois renflouer? Il y a ce problème de la démographie de ces deux minorités, enfin minorités qui ne sont pas vraiment des minorités, enfin des ultra-orthodoxes et les arabes israéliens. Est-ce que j'ai du mal à comprendre comment on va les sortir une fois pour toutes de la pauvreté avec un plan et 7 milliards Alors, la liste de ces dépenses-là, c'est des dépenses qui vont en fait surtout se focaliser sur la possibilité de l'augmentation, encore une fois, de l'employabilité de ces communautés. Comment on fait en sorte que ces gens aillent travailler et qu'ils puissent être autosuffisants économiquement? C'est l'ensemble de ces démarches-là. C'est ouvrir des crèches d'accueil, des structures d'accueil pour les enfants, pour que les parents et le père et la mère puissent aller travailler. C'est augmenter l'investissement sur la formation professionnelle, c'est augmenter les investissements sur les infrastructures, etc. C'est en fait mettre de l'argent sur les structures qui permettront aux gens plus facilement d'aller travailler. Un bémol près, c'est qu'il y a un autre défi qu'il faut affronter, c'est le défi du travailleur pauvre. En fait, si vous prenez les 1 800 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, une grande partie des gens qui sont pauvres donc et qui sont en âge de travailler, travaillent. Ça veut dire que le travail ne met plus à l'abri de la pauvreté aujourd'hui, en Israël et dans le monde. C'est une rupture du contrat social qui a eu lieu depuis la révolution industrielle jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'au début de la mondialisation. Il y avait un contrat, je vais travailler, je ne suis pas pauvre. Aujourd'hui, je peux aller travailler et quand même être pauvre. Et c'est ça le problème. Donc, il y a une nécessité de revalorisation des salaires. Il y a aussi une nécessité de formation des gens qui puissent passer d'un secteur où ils sont faiblement rémunérés à un secteur où ils seront mieux rémunérés. On a un secteur de la high-tech en Israël fabuleux, avec des emplois induits. Il faut former nos jeunes, former nos enfants à ces métiers technologiques de demain. Et je pense qu'Israël est suffisamment agile et suffisamment réactif pour réussir cette mission aussi. Autre question. Il y a une
vous nous avez tracé un tableau extrêmement intéressant, extrêmement positif. C'est-à-dire que votre connaissance du RN nous a permis de voir des solutions pointées à des questions extrêmement difficiles. Voilà. Alors, j'ai une dernière petite question. C'est concernant le fait de vous aider. Vous avez deux manières de solliciter les gens qui ont envie de faire quelque chose. D'un côté, c'est devenir volontaire, et de l'autre côté, c'est donner de l'argent. Au niveau des volontaires, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser un volontariat étranger éventuellement? Alors, on n'a pas encore trouvé une solution d'utiliser, enfin d'offrir aux volontaires étrangers une activité conséquente en Israël. Dans tous les cas, il nous arrive régulièrement de recevoir des délégations de l'étranger pour venir faire une journée dans un de nos entrepôts en Israël pour nous aider à préparer ces colis alimentaires. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'organiser en groupe, prendre contact avec nous dans leur prochain passage en Israël pour venir faire du volontariat, on peut essayer de mettre ça en place, mais on aura besoin de gérer des groupes. Ça sera difficile de gérer des individus, clairement. Maintenant, concernant le deuxième volet de comment on peut aider la tête, effectivement, on peut faire une donation à la tête. Et j'ai oublié de préciser au début de mon intervention que la tête veut dire en hébreu donner. C'est une injonction, c'est un verbe actif et c'était en fait le cœur du message de notre organisation vis-à-vis de la société israélienne en disant il faut faire quelque chose. À nous de jouer, à nous simples citoyens de faire et d'être impliqués dans cette lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas simplement la responsabilité du gouvernement, mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Alors, pour nos amis français qui souhaiteraient nous aider financièrement, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site de la tête. Donc, vous allez avoir J'ai mis le lien dans la conversation. Oui. Vous allez avoir un petit onglet où il sera marqué France, F-R-A-N, en haut à gauche de l'écran si je ne me trompe pas, et qui vous permettra d'atterrir sur une page qui vous permettra de faire une donation. Bon, alors je vais vous faire une proposition, enfin, je ne vous fais pas une proposition, mais j'ai remarqué que votre extraordinaire rapport qui s'appelle Alternative Poverty Report n'a pas été publié en français. Pas encore. Ça fait trop, il faut le faire en anglais, il faut le faire en hébreu? Non, c'est une question de temps et de ressources aussi. Bah, écoutez, voilà, alors moi je me propose comme volontaire, si pour le prochain rapport, vous avez besoin de quelqu'un qui vous traduise ça et qui le fasse valider, qui fasse valider la traduction, qu'elle soit révisée, eh bien je vous le propose. Voilà. Merci. Ça me donne l'occasion de rebondir encore une fois sur ce rapport-là. On investit énormément de ressources sur ce rapport-là. Vous pensez bien qu'une organisation comme la tête ne va pas s'amuser avec les chiffres. Je fais référence aux petites remarques du début de notre entretien. La légitimité scientifique des chiffres produits par la tête est inattaquable. On prend soin de se faire valider par les plus grands spécialistes israéliens sur ces sujets-là, y compris Daniel Gottlieb, qui est le directeur du département de la recherche du Bitoach Leumi, parce que nous sommes non pas dans une posture d'exagération, mais nous voulons être dans une posture de dialogue avec les gens qui produisent ces chiffres-là. Le rapport alternatif sur la pauvreté s'appelle Alternatif parce qu'il nous semblait incohérent que la seule institution en Israël à produire des chiffres sur la pauvreté, ce soit l'État, et que l'État était dans cette position-là, juge et partie. C'est à la fois l'État qui produit les chiffres, mais c'est à la fois l'État qui a la responsabilité de traiter la question de la pauvreté. Il nous semblait important de rentrer une autre approche scientifique de cette mesure de la pauvreté, qui est un sujet compliqué, et vous avez des kilomètres de rapports qui ont été écrits dans le monde sur comment mesurer de façon efficace la pauvreté. Nous y avons apporté notre modeste pierre, et vous avez mentionné également le laboratoire social que nous avons mis en place. Je peux vous dire que ce laboratoire social que nous avons mis en place est unique au monde, que la production des datas sur la question sociale et sur la pauvreté en Israël et sur l'insécurité alimentaire en particulier est d'un tel niveau qu'aujourd'hui nous sommes en discussion pour publier ces données-là dans un journal
de sciences sociales, de façon à partager le savoir que nous avons accumulé en Israël avec d'autres institutions. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à croiser des sources, vous avez un croisement de sources absolument extraordinaire, je peux vous le dire, c'est impressionnant. Alors écoutez, Gilles, je vous remercie infiniment de nous d'avoir répondu à notre demande. Je pense que nous avons été extrêmement édifiés. On a enregistré cette rencontre et si vous en êtes d'accord, on va peut-être essayer de la mettre sur YouTube de façon à sensibiliser le public français en français. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier à vous tous. Je voulais aussi remercier l'audience qui a été attentive sur un sujet qui parfois peut paraître un peu aride, mais qui, encore une fois, et vous l'avez très bien dit Jean-Pierre, est sans doute un des défis les plus importants en Israël aujourd'hui. C'est le défi existentiel d'Israël. Tout à fait d'accord. Au revoir. Merci à vous.